Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. On a un tout petit peu de retard, mais on est prêt à démarrer ce nouveau rendez-vous résilience. On espère que vous êtes bien, que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Pour l'heure qui arrive, nous allons effectivement démarrer ce rendez-vous, pas comme les autres. Donc, je vais introduire tranquillement la thématique de ce soir et puis ensuite, je donnerai la parole à mes acolytes du jour. Donc, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien installés. On se retrouve ce soir pour discuter de santé masculine et de la façon dont les hommes font face au cancer. L'idée de ce rendez-vous, c'est d'abord, sans détour, de parler d'image de soi, d'intimité, de confiance, de rapport au corps qui change, d'émotions parfois difficiles à exprimer, d'un point de vue masculin. On a fait la même chose le mois précédent sur les cancers féminins, de par Octobre Rose. Et donc aujourd'hui, en tant que mois de novembre, Movember, effectivement, on a souhaité donner la parole aux hommes face à cette maladie qu'est le cancer. Ces rendez-vous, comme vous le savez, c'est vraiment l'occasion d'interagir avec vous, patientes et patients de notre communauté, afin de vous permettre d'échanger avec nos experts sur les préoccupations et les sujets qui vous animent. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je suis Anne-Sophie et je porte ce soir la parole des patients. Je suis moi-même ancienne patiente et j'évolue depuis une douzaine d'années maintenant dans le monde associatif et des patients face au cancer. J'ai la chance ce soir d'accueillir à mes côtés Olivier Carduner, qui est membre référent pour la région Aura au sein de l'association Sérum et ambassadeur Movember. Atteint d'un cancer de la prostate puis d'une récidive traitée par radiothérapie, il s'engage activement pour la prévention, la libération de la parole et la levée des tabous autour des cancers masculins. Nous avons également ce soir avec nous Stéphane Beaumont, qui a été atteint d'un cancer testiculaire à l'âge de 34 ans, en rémission après opération et chimiothérapie. Il s'investit dans la lutte contre le cancer en tant qu'ambassadeur Movember et membre de l'association Sérum depuis sa création. Enfin, nous avons en coulisses avec nous Sarah et Roxane, qui nous accompagneront dans les coulisses pour répondre à vos questions par écrit sur le chat. Ce chat d'ailleurs est situé en bas à droite de votre écran et c'est sur celui-ci que nous vous invitons à poser vos questions. Je les partagerai à nos intervenants au fil de la conversation. Dernier point et non des moindres avant de débuter, nous vous prions d'éviter les questions trop spécifiques à votre parcours de soins. Notre approche est effectivement volontairement générale pour répondre à un maximum de personnes. Stéphane et Olivier ne font pas partie de votre équipe de soins. Ils n'auront donc pas forcément toutes les réponses à vous apporter. Messieurs, je vous laisse vous présenter et dire quelques mots sur la thématique de ce soir. On va commencer par le plus jeune, Stéphane. J'allais dire, est-ce qu'on laisse parler l'expérience ou pas? Alors, donc effectivement, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Stéphane Beaumont. Comme l'a dit Anne-Sophie, je suis ambassadeur de Movember et membre de l'association Sérum, qui est un petit peu le porte-étendard de Movember en France. Il est coutume de dire qu'avec Sérum, c'est Movember toute l'année, même si on ne garde pas nos moustaches toute l'année. Donc, c'est plutôt un engagement permanent qui nous lie à ça. Et Movember, c'est un petit peu le mois majuscule pour Octobre Rose, enfin pour succéder à Octobre Rose, qui parle beaucoup, effectivement, qui fait un travail formidable au niveau des cancers du sein. Et sur la partie Movember, ouais, c'est plutôt effectivement cancer de testicules et cancer de prostate qui sont mis en avant. Voilà. Olivier? Eh bien, moi, je suis donc Olivier Carduner, j'ai 61 ans et je me suis engagé dans le bénévolat à travers l'association Sérum. En fait, quand j'ai moi-même été touché, j'ai été touché par un cancer de la prostate il y a un peu plus de 4 ans de cela. Et du coup, un des moyens pour moi qui a été de lutter, c'était la prévention et de communiquer autour de ça. Donc, je le dis déjà un peu par avance, aucun sujet tabou. Il faut parler de tout et donc ce sera avec plaisir que j'essaierai de répondre aux questions des auditeurs. Génial. Eh bien, écoutez, messieurs, ravi
d'être avec vous pour ce rendez-vous. Donc, comme d'habitude, en fait, on a proposé à certains membres de la communauté d'envoyer des questions en amont de ce rendez-vous. Donc, je vais lire la première sur laquelle, effectivement, on va pouvoir commencer à échanger. On avait d'abord une question sur la santé mentale, où un patient nous a écrit en nous disant qu'il avait une sorte d'anxiété existentielle entre l'attitude positive avec le suivi du protocole, le traitement et tout le reste du suivi médical, et en même temps des moments où je pense que je serais dans une attitude de déni de la pathologie qui n'est finalement que prolongée et dont l'issue ne sera que fatale, une sorte d'ambivalence. Donc on est vraiment sur le sujet de la santé mentale, de comment on vit émotionnellement le cancer. Est-ce que vous avez des éléments à répondre à cette personne? Moi, je peux commencer parce que même si on reste de manière assez générique, c'est vrai qu'il y a différentes phases dans ces pathologies. Dans un cancer, on a la phase déjà d'annonce. Il faut savoir que beaucoup d'hommes, en fait, sont informés par l'urologue, puisque souvent c'est l'urologue, hein, c'est un peu le pendant du gynéco pour vous, mesdames. Mais souvent, quand un homme va voir un urologue, c'est trop tard, c'est qu'il a souvent des problèmes. Donc, du coup, le premier choc psychologique qu'évoque ce monsieur, il est déjà en premier lieu sur l'annonce. Et puis après, on est effectivement dans une phase où tous les patients le disent, hein, quand on est en termes de soins, on est un peu dans une machine à laver qui nous emmène et bien souvent, comme on n'a pas les compétences médicales, techniques, avec des mots parfois un peu compliqués, et ben on suit le mouvement. On suit le mouvement. Et en fait, bien souvent, il y a un phénomène un peu de dépression dans l'après-soin. Une fois qu'on vous lâche un peu dans la nature et on vous dit, bon ben voilà, vous êtes en rémission, ou alors on verra, on va vous suivre tous les 3 mois, comme c'est le cas pour le cancer de la prostate où il y a des prises de sang régulières. Et donc, ce que ressent ce monsieur, beaucoup de patients le ressentent, surtout dans ce côté un peu où il y a un peu comme un phénomène de vide une fois qu'on sort des soins, que ce soit avec de la chimio ou de la radiothérapie, une fois qu'on est un peu lâché à nouveau par le monde médical. Et c'est pour ça que de plus en plus, il y a des associations, il y a des accompagnements sur ce qu'on appelle le parcours de soins. Et on pourra aussi en débattre, mais la réinsertion sociale, le retour à l'emploi, tous ces sujets-là sont souvent difficiles et c'est normal. Tout à fait. Stéphane, est-ce que tu veux compléter? Mais écoutez, après, c'est vrai que c'est, comme le disait Olivier, c'est un sujet qui est permanent. Donc, le cancer est un mot qui fait peur, même si la médecine a fait d'énormes progrès, il est important de savoir répondre psychologiquement. C'est-à-dire qu'on parle effectivement de psychologie et pas seulement de santé physique. Donc, le mental est très important et je crois qu'il ne faut pas avoir peur, évidemment, de faire appel à ses proches, qui sont pas forcément d'ailleurs les mieux placés pour aider, parce qu'ils ont la même peur que vous la plupart du temps. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles, avec Olivier, on s'est engagé avec des associations de patients, parce que typiquement, avec Sérum, on a des lignes d'écoute où d'anciens patients victimes de cancer testiculaire ou de cancer de prostate peuvent prendre le téléphone et témoigner, ou en tout cas échanger de manière anonyme ou pas, c'est au libre choix des gens, pour pouvoir aborder ces sujets-là avec des gens, avec ses pairs, PAI, PAIRS. R et pas PS là-dessus. Oui, PAIRS. Alors, quand on parle de cancer testiculaire, souvent la paire, elle est plus là, donc il faut faire attention. Mais c'est vrai que des patients qui parlent aux patients, c'est souvent plus efficace. En tout cas, le discours passe peut-être mieux parce qu'effectivement, on est passé par là, on a vécu cette galère souvent, et il est important de pouvoir en parler. Tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que le sujet de santé mentale, déjà, le mot cancer, comme vous le disiez, hein, il fait encore peur de nos jours parce qu'il est souvent associé effectivement à
comme disait la personne dans son message, hein, une issue qui ne serait que fatale, bah non, déjà, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a la chance d'avoir une recherche qui a évolué, d'avoir des traitements qui ont aussi grandement évolué, qui aujourd'hui permettent que tout le monde, étant diagnostiqué d'un cancer, ne décède pas des suites de cette maladie. Donc, c'est déjà quelque chose qu'il faut prendre en compte. Après, effectivement, comme vous le disiez aussi, le choc de l'annonce peut être très important et chaque personne réagit différemment à l'annonce de cette maladie. La place des proches, des aidants, comme on les appelle, est aussi très, très importante face à la maladie. Et donc, plus vous serez entouré, plus vous en parlerez, plus ça peut aussi vous aider d'avoir des ressources complémentaires autour de vous qui seront là pour vous accompagner face à la maladie. Et puis après, effectivement, moi, je sais que c'est un conseil que j'avais reçu quand j'étais en traitement, c'est que c'était faire face au traitement en cancer, c'est faire un marathon. C'est pas un sprint. Et donc, il faut vraiment économiser ses forces, économiser son énergie jour après jour, en se disant, voilà, on fait confiance dans l'équipe de soins, on est conscient que ça va pas être simple, mais il y a une issue et du coup, l'énergie, il faut l'économiser. Donc, et là, effectivement, je trouve que et d'autant plus parce qu'on a Stéphane et Olivier avec nous ce soir, mais la chance d'avoir en France de nombreuses associations qui sont sur les terrains à travers les territoires en France et qui sont là pour accompagner les patients. Cette relation de pair à pair est hyper importante parce que, à la différence de l'échange que vous pouvez avoir avec des soignants, avec vos proches, avec des gens qui n'ont pas vécu la maladie, vos pairs, PAIRS, comme le mentionnait Stéphane, c'est des gens qui sont déjà passés par là. Ça peut être des guides, ça peut être des gens qui vont vous donner des conseils, qui vont vous partager leur expérience, leur vécu, leur manière de traverser telle ou telle problématique. Et donc, il y a un écho qui est autre. Et ce qu'on dit effectivement souvent, c'est tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Sur ce sujet-là, en tout cas, c'est assez évident. Donc voilà, donc j'espère que ça répond à cette première question. En tout cas, on a déjà bien pu ouvrir le sujet. Et ensuite, on avait des questions qui étaient plus en rapport avec les effets secondaires. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour celles et ceux qui sont connectés en direct avec nous ce soir. Donc, dans les questions qui avaient été posées, on avait une question autour du volume testiculaire. On a un message qui a été envoyé qui disait « Bonjour, le volume testiculaire perdu durant le traitement d'hormonothérapie va-t-il revenir à la normale, entre guillemets, après le traitement ? Et si oui, doit-on craindre une récidive du cancer ?» On parle du cancer testiculaire ou parce qu'on est sous hormonothérapie quand on a un cancer de la prostate aussi. Donc, on parle de cancer de prostate. Voilà. Et en fait, je pense que ça considère effectivement le cancer de prostate parce que pour le cancer du testicule, il y a effectivement un changement lié à la taille du testicule. Souvent, il y a une protubérance, une durceur qui apparaît et en l'occurrence, le volume n'y revient jamais puisque pour le traiter, on l'enlève le testicule. Donc, il y a une orchidectomie. Par contre, je pense qu'effectivement, au niveau du cancer de prostate, comme le disait Olivier, il y a des traitements d'hormonothérapie qui doivent évidemment, je pense, modifier pas mal d'éléments physiologiques. Et derrière, il y a forcément des changements physiques. Mais là, pour le coup, je ne suis pas spécialiste de ces traitements-là. Olivier, peut-être toi, tu as... Oui, je vais en dire un mot parce qu'effectivement, faisant partie maintenant du comité scientifique chez Sérum, on commence à avoir un petit vernis. Donc, du coup, en fait, pour expliquer aux gens, le cancer de la prostate, c'est un cancer qui se nourrit des hormones mâles. C'est pour ça qu'une des thérapies, en fait, c'est une hormonothérapie où on coupe les œstrogènes, les hormones mâles, en fait, qui peuvent aider à développer ce cancer. Donc, c'est un type de traitement qui intervient souvent en deuxième, voire troisième ligne de traitement. Et quand on est sous ce type de... Alors, moi, j'aime pas du tout le mot, hein, mais ça revient à ce qu'on appelait avant une castration chimique. Hein. Effectivement, on a des gros changements dans son corps. On a des changements et des effets secondaires un peu comme la ménopause, semble-t-il. C'est tout ce que les sociétés savantes disent, c'est-à-dire qu'on a des bouffées de chaleur, on a des humeurs un peu variables, et on peut effectivement aussi avoir les organes sexuels qui se rétrécissent un petit peu. Ça peut arriver chez certains patients, et il faut savoir que selon les traitements des patients pour le cancer de la prostate, parfois on fait de l'hormonothérapie courte, c'est-à-dire qu'elle est stoppée au bout de 6 mois, 1 an.
voire 2 ans. Les médecins font ça parce que malheureusement, ce sont des maladies chroniques et ces saletés de cellules peuvent être résistantes à l'hormonothérapie au bout d'un moment. Et donc, on essaye de retarder le plus possible l'hormonothérapie permanente. Et donc, pour compléter ce point-là, ça veut dire que si on vous coupe votre castration chimique, votre hormonothérapie, pour répondre au monsieur, oui, on retrouve toutes ces fonctions d'avant, sauf si on a déjà des problèmes, par exemple, d'érection à cause d'une chirurgie, d'une prostatectomie radicale. Mais si des patients avaient aucun problème de ce côté-là, eh ben, ils vont retrouver toutes leurs fonctions tout à fait normales une fois que sera stoppée l'hormonothérapie. Très bien. Et est-ce que dans tous les, enfin, j'imagine que dans tous les cas, c'est le type de question qui est à poser au médecin référent, à l'urologue, à l'équipe de soins qui effectivement peut répondre à ces questions plus spécifiques et ses impacts sur la durée pour répondre effectivement à cette notion de temps. Et est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont recouvrer par la suite? Est-ce que c'est un impact définitif? Bien sûr, je pense que effectivement l'équipe de soins sera à même de répondre plus précisément à cela. Là, on répond vraiment de manière générale. On n'a pas effectivement le cas précis du patient qui nous a écrit, mais effectivement, c'est déjà des éléments de réponse. Franck, dans le chat, répond directement en disant oui, mais doit-on craindre une récidive de par, j'imagine, la réduction de l'organe? Est-ce que ça peut... est-ce que vous avez des éléments ou... C'est pas lié du coup à la réduction des testicules, mais effectivement, il y a 2 types, on va dire, de cancer de la prostate. Il y a celui qui est détecté de manière localisée, c'est-à-dire que les cellules tumorales restent dans l'organe, hein. Et puis, il y a les cancers un peu plus avancés, dans lesquels on a bien souvent, on propose, en tout cas comme traitement, bien souvent l'opération, si ce n'est pas trop avancé. Et donc, dès que le cancer est localisé, pour rassurer les auditeurs, ça se soigne vraiment très bien. Et quand c'est un peu plus avancé, avec l'opération, souvent, il y a ce qu'on appelle... on enlève des ganglions, puisque c'est dans les ganglions que peuvent éventuellement se disséminer des cellules cancéreuses. Et donc, du coup, c'est un certain nombre de ces cancers, comme beaucoup de cancers d'ailleurs. On parle maintenant aujourd'hui de maladies chroniques. On parle de moins en moins de guérison et plus de rémission. Et donc, pour certains, ça va être très simple. Les soins, ça va être ce qu'on appelle une surveillance active. Donc, une surveillance active, ça veut dire une petite prise de sang tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Et on regarde si ce fameux taux de PSA ne bouge pas trop. Et puisqu'on, dans notre malheur, on a la chance, on a un indicateur tumoral dans le sang qui est le PSA. Et puis, si on doit commencer des traitements, on le voit effectivement de manière biologique dans le sang. Et là, on recommence de la radiothérapie, on recommence des hormonothérapies, et voire des hormonothérapies de seconde génération, ce que l'on appelle, qui sont des hormonothérapies qui aujourd'hui, là aussi, c'est des bonnes nouvelles pour tous les patients qui écouteraient, repoussent un peu les échéances, puisque lorsque les cellules vont devenir un peu résistantes à l'hormonothérapie, la 2e génération permet aujourd'hui de faire des traitements, même sur des cancers plus avancés, type métastatique. Très bien, très clair. Et j'imagine que du coup, ce type de traitement, enfin, je sais en tout cas que l'hormonothérapie, par exemple, pour les femmes, peut avoir un gros impact aussi sur l'intimité, la sexualité, le rapport voilà, sexuel. Est-ce que ça a aussi un impact pour les hommes quand on parle d'hormonothérapie post-traitement? Comment vivre le cancer si on est en couple? Comment on gère ce sujet de l'intimité avec l'autre? Comment en parler? Enfin voilà, comment on peut aborder tout ça? Tu veux en dire un mot ou j'en dis un mot? Vas-y. Allez, sachant qu'il n'y a pas de règle. Ce que je vais vous dire, c'est assez générique, hein. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'effectivement, ce cancer de la prostate, il ne faut pas se cacher, a des effets secondaires qui sont directement liés aux problèmes d'érection.
On peut avoir des problèmes aussi du urinaire ou parfois même des fuites urinaires, puisqu'en fait, la prostate, il y a le canal urinaire qui passe en plein milieu. Mais pour répondre à la question, oui, il y a un certain nombre de cas où ça génère des problèmes érectiles. Lorsqu'on est sous traitement, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que j'ai utilisé le mot, on appelait ça une castration, c'est-à-dire qu'on a une libido qui doit être entre 0 et 0,5. En tout cas, on ne pense plus trop au sujet. Et néanmoins, ça n'empêche pas qu'on peut avoir une vie de couple. On a besoin de partage, on a besoin de contact, on a besoin d'émotions, puisque tout ça, c'est quand même aussi lié, en fait. Quand on parle, il n'y a pas que l'acte sexuel, et même quand on parle de l'acte sexuel, il n'y a pas que la pénétration. On ne va pas faire de dessin, mais tout le monde a bien compris que c'est avant tout un échange. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y aura une question autour de ça, mais même quand on n'a plus de prostate, et qu'on a des érections qui sont un peu moins bonnes, on peut, et on n'a donc plus non plus d'éjaculation, on peut avoir des orgasmes, puisque les orgasmes sont aussi liés au cerveau. Donc, tout ça pour dire que c'est un sujet quand même assez complexe. Il n'y a pas une règle. Ce que je ressortirais de tout ça, moi, c'est effectivement, pour le couple, il faut communiquer parce que ça change quand même un petit peu après le cancer. C'est pour ça que Sérum, c'est vraiment bien trouvé. Il y a un nouvel homme qui naît. Stéphane, tu veux compléter ? Ouais, effectivement, là, moi j'ai pas eu j'ai eu un cancer donc testiculaire, donc effectivement il y a une ablation du testicule malade, donc ce qu'on appelle une orchidectomie. Donc quelque part on touche quand même vraiment, comme on l'on dit un peu vulgairement ou prosaïquement, au service 3 pièces, il n'y en a plus que 2. Donc forcément, ça remet en cause pas mal de choses. Et effectivement, personnellement, j'ai pas été trop affecté par ça, parce que quelque part, j'avais médicalisé la chose. Si on m'avait dit, voilà, on t'enlève un rein, bon, bah, il reste l'autre. Ben, on t'enlève un testicule, il reste l'autre. C'est la bonne nouvelle. Donc, j'avais un peu intellectualisé ça, on va dire, médicalement parlant. Et effectivement, la relation avec l'autre et avec le conjoint est vraiment hyper importante, parce qu'effectivement, on est plus dans le domaine de la tendresse que de la fougue absolue, même si à 34 ans, on était encore jeune. Les chimios, le traitement, tout ça, on pense souvent à autre chose qu'à la bagatelle. Néanmoins, le rapport avec les dents, enfin avec le conjoint, qui est souvent le premier des aidants, évidemment, est très important. Et je crois que chacun vit sa vie tel qu'il le peut, tel qu'il le veut. Et je crois que le rapport à l'autre est très, très important néanmoins. Bien sûr. Et je suis entièrement alignée avec ce que vous partagez là. Quand vous conseillez de communiquer avec l'autre, est-ce que vous avez des conseils ou une manière d'être, parce que je pense que, quand je dis ça, c'est juste que on n'est pas tous à même d'être en pleine vulnérabilité avec l'autre, ouais. Et d'arriver à admettre que ça va pas, et d'arriver à admettre qu'on est faible, et d'arriver à admettre que la maladie nous atteint, qu'on est triste, qu'on a la libido qui est dans les chaussettes. Comment arriver à poser les mots avec l'autre, avec son aidant, avec sa conjointe ou son conjoint, pour pouvoir arriver à retranscrire ça? Je pense que c'est effectivement, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est vrai que souvent, pour l'avoir vécu donc jeune et après un peu moins jeune, avec les conversations qu'on peut avoir avec d'autres patients du fait de l'engagement de Sérum, je n'aurais pas été le même homme après avoir eu des conversations. C'est-à-dire à 34 ans, j'étais jeune, je cachais tout, l'homme est costaud, il faut pas se plaindre. Pour la petite histoire, j'avais continué de travailler à plein temps, j'ai détourné le Wi-Fi d'un hôpital pour pouvoir me connecter. Donc, en fait, j'ai fait un paquet de choses qu'il faut pas faire. Mais c'était comme ça que j'ai vécu la maladie. A posteriori, c'était une vraie bêtise. C'est-à-dire que quand on est malade et quand on a ce type de maladie, le cancer est vraiment important et attaque les cellules. Là, il faut être, je dirais, concentré sur sa guérison à 100%. Et souvent, quand on est en couple, la façon le plus simple d'en parler, c'est je veux dire, quand on se dit le soir en rentrant, comment était ta journée,
que vous avez passé une journée en chimio à prendre des produits, à regarder des gens qui sont comme vous malades, forcément, c'est pas hyper glamour. Mais chaque petite victoire en est une grande, en fait, et on avance comme ça. Mais je crois que le plus simple, c'est effectivement d'aborder le sujet assez librement dans l'intimité du couple. Je vais compléter un peu ce que dit Stéphane, Vas-y. Ouais. parce que on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais en fait, pour moi, c'est un point central. C'est-à-dire que avant d'essayer de revivre la vie de couple, je pense qu'il y a besoin, et Stéphane en a parlé quand il était plus jeune, il y a besoin d'avoir une acceptation de la maladie. C'est-à-dire qu'il faut d'abord soi-même être capable de se dire, bon, je suis un peu différent ou il m'est arrivé quelque chose, parce que tant qu'on n'est pas déjà soi-même aligné dans la reconnaissance de cette fragilité, on va dire, en tout cas de ce nouveau départ. Et ça, j'en profite pour le dire, parce que Stéphane l'a dit aussi, mais un homme peut très bien aller voir un psychiatre ou un psychologue. C'est pas du tout honteux. Hein. Un homme peut avoir un moment de dépression suite à son traitement, suite à l'annonce du cancer. Et justement, il y a un peu cette pression, ce poids sociétal, mais il faut aller consulter aussi quand on n'est pas forcément bien dans sa tête, parce que pour que le couple refonctionne, il faut aussi quand même que le patient soit dans une démarche d'acceptation, je veux dire, de sa maladie, de ce nouveau départ. Et sans ça, c'est vrai que la communication va être plus difficile parce qu'on se sent un peu fragile. Comme disait Stéphane, quand on sort de chimio, on ne rentre pas à la maison en disant bah tiens, voilà, aujourd'hui, j'ai passé une journée normale et j'ai envoyé 30 mails à mes clients. Donc, il y a ce point que moi, je voulais un peu insister sur le fait de dire que la relation à deux ne sera vraiment efficiente que si le patient est lui-même dans une démarche de se dire bon ben voilà, il y a un nouveau départ et donc on le vit ensemble un petit peu différemment. Tout à fait, je pense qu'effectivement, vous apportez énormément d'éléments sur le sujet. La vie de couple, voilà, comme vous le disiez, c'est pas seulement la libido, c'est pas seulement l'intimité, c'est pas seulement la pénétration, c'est aussi le partage, le contact, les émotions, accepter qui on est avec la maladie, l'image que ça peut changer. Et oui, effectivement, comme tu le disais, Olivier, il y a l'image de l'homme fort dans la société. Et là où, face à la maladie, bah, on est vulnérable, on est patient. C'est une maladie qui est là temporairement. Et donc, on a quand même besoin de l'autre. Et souvent, souvent, moi, je sais qu'autour de moi, on m'a souvent rappelé ce vœu, par exemple, quand on se marie, de dire dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Bah oui, c'est aussi face à la maladie, face à l'altérité, face à la complexité de la vie, qu'on va pouvoir échanger, dire ce qui se vit, ce qui se passe. Et c'est aussi des temps où on peut se rapprocher de son partenaire, où on peut arriver à être encore plus direct dans ce qu'on vit, dans sa propre intimité, de partager sa réalité à l'autre. Et les dents peuvent faire exactement la même chose aussi, de dire, bah, enfin voilà, souvent en tant qu'aidant, bah, ça peut être aussi le fait de se dire, bah, en fait, je peux être que témoin de la souffrance de l'autre sans pouvoir la prendre, sans arriver à soulager. Et je me sens hyper impuissant. Et donc d'arriver à, en tant que patient, entendre ça, et en tant qu'aidant, entendre la réalité que vit le patient, ça permet aussi de se rapprocher et de parler de manière beaucoup plus authentique et vraie. Et donc là-dessus, dans ce que tu disais, Olivier, je trouvais ça hyper intéressant aussi de citer les soins de support. Ce qu'on appelle les soins de support, c'est toutes les activités et les professionnels qui peuvent vous accompagner face aux effets secondaires pendant et après les traitements. Olivier a cité notamment effectivement le soutien psychologique pour toutes les femmes et tous les hommes face au cancer, sans honte aucune, parce que c'est parler à quelqu'un qui est extérieur à la maladie et qui est là pour vous écouter, pour vous accompagner, avec qui il n'y a aucun tabou. Et donc le soutien psychologique est souvent très recommandé, très proposé aux patients, mais on a aussi également tout ce qui va être nutrition, activité physique adaptée, qui sont aussi des différents leviers qu'on peut venir soulever avec notre équipe de soins à l'hôpital pour effectivement trouver une meilleure qualité de vie, trouver des solutions pendant et après les traitements. Et donc là encore, n'hésitez pas à en parler à votre équipe de soins à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est une obligation
des centres de soins de proposer un ou plusieurs soins de support en accès directement dans le centre de soins dans lequel vous êtes pris en charge. Également, le site de l'AFSOS, l'association francophone de soins oncologiques de support, vous proposera aussi des éléments de réponse pour faire face à vos effets secondaires. Et j'ai vu passer aussi dans le chat, je vais rebondir directement, il y avait une question autour de le traitement d'hormonothérapie et de la cortisone me font prendre de la graisse sous-cutanée. Du coup, je cours beaucoup. Si j'arrête, je regonfle. Est-ce qu'effectivement, la prise de poids peut être un peu un effet secondaire classique des traitements masculins contre le cancer? Est-ce qu'il y a des conseils sur le moment ou est-ce que c'est quelque chose qui redevient normal après? Est-ce que vous avez des éléments de réponse, messieurs? Alors déjà, la première des choses, c'est comme le dit ce monsieur, il dit je fais de la course à pied. Bah, ça, c'est très bien parce que il y a des chiffres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps qui disent, et c'est énorme, le fait d'avoir une activité physique non pas forcément soutenue, hein, c'est pas d'aller faire un squash le week-end, mais le fait de marcher, le fait de faire son jardin, le fait de bouger, eh bien, il y a des 40% de moins de risque de récidive, ce qui est quand même énorme, hein. Tout cancer confondu, hein, ça c'est un chiffre de l'INCa, tout cancer confondu. Et pour répondre à ce monsieur, en fait, si vraiment il avait des problèmes de prise de poids, c'est vrai que l'hormonothérapie a cette tendance à faire prendre un peu de poids, encore plus sur l'hormonothérapie dont le monsieur a parlé, même si on n'a pas donné le nom du médicament, mais il y a un type d'hormonothérapie qui nécessite d'avoir un complément de cortisone. Et donc, effectivement, la cortisone est connue aussi pour faire un peu gonfler les tissus. Mais donc, du coup, on a quand même, malgré tout, quel que soit le médicament sous hormonothérapie, c'est un peu d'ailleurs ce que je faisais le parallèle avec la ménopause, on a quand même une tendance à une prise de poids. Et la deuxième tendance aussi, c'est pour ça que l'activité physique est importante, c'est un peu d'ostéoporose, on va dire. Les os sont plus fragiles et c'est un peu normal puisqu'on nous coupe nos oestrogènes. Donc, du coup, on a des os qui deviennent un peu plus fragiles. Donc, pour toutes ces raisons, il faut que tout le monde entende ça. Il faut essayer d'avoir une activité physique la plus régulière, même si elle n'est pas soutenue, la plus régulière possible. Et en parlant d'activité physique, on peut parler de course à pied, mais il y a aussi tout un tas d'autres activités qu'on peut mener tout au cours de la journée, que ce soit prendre les escaliers au lieu de prendre l'escalator ou l'ascenseur, aller faire ses courses à pied, aller chercher les enfants à l'école. Il y a tout un tas d'activités qui vous Le permettent petit d'être chien, en j'ai un petit mouvement. chien, c'est génial le petit chien. Matin, Exactement. midi et soir. Exactement. Et puis, on peut aussi embarquer des copains, des collègues, des voisins et dire, est-ce que, par exemple, une fois par semaine, ça te dirait d'aller faire une balade avec moi d'1 heure? Ça permet d'avoir un temps pour papoter, d'avoir un temps pour se confier et également d'avoir un temps d'activité physique qui, du coup, entraîner une fatigue aussi physique naturelle, puisqu'on n'en a pas parlé là, mais les traitements cancer peuvent aussi provoquer une fatigue supérieure et différente de la fatigue qu'on connaît habituellement. Et pour laquelle, effectivement, l'activité physique, même si c'est contre-intuitif, peut venir aider à faire face à cet effet secondaire des traitements. On a, alors, donc, voilà, on a un peu répondu, mais donc il y a Philippe aussi qui disait dans le chat, ça fait 1 an que j'ai arrêté la chimio, 12 séances de 3 jours après opération d'un cancer stade 3 au rectum et tout va bien physiquement et moralement. J'ai retrouvé mes activités sportives. Je vais avoir mon 3e scanner en décembre. Par contre, j'aimerais... Ah pardon, j'ai manqué le message. Oui. Par contre, j'aimerais reprendre la course à pied, mais j'ai toujours des problèmes de neuropathie, surtout au niveau des pieds. Là, effectivement, donc on n'est pas sur cancer prostate ou testicule, mais on reste sur un cancer qui touche un homme. Et donc, Philippe, merci pour votre retour. Les neuropathies, c'est aussi un effet secondaire des traitements. Donc là encore, n'hésitez pas à le mentionner à vos équipes de soins. Et en soins de support, il y a ce qu'on appelle l'activité physique adaptée, qui est une activité physique qui est spécifique aux patients ayant fait face à un cancer, avec des coachs qui sont formés à ce type d'activité de reprise et qui seront à même de vous conseiller au mieux sur quel programme et quel retour au sport vous pouvez faire par rapport à la course à pied notamment. Et n'hésitez pas non plus à en parler à votre équipe de soins puisque effectivement les neuropathies peuvent aussi être adressées à niveau médical. Est-ce que éventuellement vous avez des choses à rajouter, Stéphane et Olivier, sur ce sujet
Non, effectivement, il y a un monsieur là, Philippe, dans le chat aussi, qui dit que l'activité, quand on parle d'activité physique, c'est pas forcément du sport, hein. C'est vrai que quelqu'un qui vit dans une maison qui a un jardin, le fait de faire du jardinage ou même ne serait-ce que parfois passer l'aspirateur, voilà, on est un peu dans l'activité. Et puis dans l'activité physique adaptée, il y a aussi une activité dont on parle moins, mais après des traitements, il n'est pas rare d'avoir un peu un brouillard cérébral, quelques petits problèmes cognitifs. Et donc, en demandant à à l'endroit où vous êtes suivi, en fait, c'est pareil, il y a des spécialistes en fait qui peuvent vous aider aussi à faire de la gymnastique un peu cérébrale. Tout à fait. Et en revenant sur un peu le sujet et l'accompagnement psychologique, on a Franck qui nous disait: suite à mes traitements de radiothérapie après 8 mois de galère, j'ai effectivement eu recours à un soutien psychologique alors que tous les compteurs étaient au vert, mon moral était au plus bas. Quand je pense, j'imagine que quand il dit les compteurs étaient au vert, c'était au niveau médical, mais le moral était au plus bas. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent de votre expérience? Oui. Est-ce que vous auriez un retour particulier sur le sujet? Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais là vraiment, je le redis parce qu'effectivement, si les gens ont un doute, quel que soit d'ailleurs le type de traitement, quel que soit le type de cancer, il y a un phénomène un peu de vide. Dès qu'on arrête les soins, on vous dit, bah voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Et le rentrer chez vous, en fait, on se sent un peu perdu. On était vraiment dans un environnement qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas, avec des termes qu'on maîtrise pas forcément non plus, parfois très techniques, médicaux. Et donc, il y a ce phénomène qui est quand même très, très courant de tous les patients, patientes, qui disent, bah tiens, au moment où je me suis senti presque le moins bien, c'est les quelques semaines, et parfois ça peut durer plus longtemps, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à consulter un spécialiste ou un psychologue ou un psychiatre, parce que ce phénomène un peu de vide, beaucoup le ressentent. Ouais. Beaucoup le ressentent. Ouais, moi, j'ai aussi rencontré pas mal de patients depuis 12 ans et c'est vrai que, en fait, chaque personne vit les choses différemment. Forcément, on est tous Bien différents. sûr. Et du coup, au niveau santé mentale, j'ai aussi connu bon nombre de personnes, et moi y compris, où en fait, le pendant des traitements, on est tellement billes en tête, on est tellement accompagné, il y a beaucoup d'équipes de soins autour de nous, il y a le rythme des chimios, des traitements, de l'opération qui font que on se pose pas de questions, on avance. Et par contre, une fois qu'on arrive à la fin des traitements et qu'il y a cette rémission qui est annoncée, avec ce temps de surveillance, et où là, on nous dit, bah merci, vous revenez dans 3 mois avec vos examens, et où là, on se retrouve face à soi-même, chez soi, et avec nos proches qui pensent que rémission égale guérison égale tout va bien, et donc ils reviennent à leur quotidien, et c'est bien normal. Enfin, je veux dire, nos proches respirent, nos aidants respirent, et nous, on se retrouve face à une montagne de questions, à une angoisse de bah, qu'est-ce que va être demain, et souvent, c'est effectivement un moment où on peut avoir un moral qui est plus fragile, et où effectivement, d'une part, c'est difficile d'arriver encore à trouver les mots pour expliquer autour de soi ce qu'on traverse. Et puis, effectivement, bah, on peut avoir, même si tous les examens médicaux nous disent que tout va bien, bah, le moral et l'émotionnel est un peu à la ramasse. Et c'est normal parce que vous vivez quelque chose, vous avez vécu quelque chose qui n'est pas anodin, qui n'arrive pas à tout le monde. Et là, face à ça, effectivement, il y a le soutien psychologique qui devient clé, qui devient essentiel. Et il n'y a pas de honte à aller voir un psychologue ou un psychiatre, mais il n'y a pas de honte non plus à prendre des médicaments si temporairement cela peut vous aider. Que ce soit des anxiolytiques si vous êtes très anxieux et vous êtes très stressé, ou que ce soit des antidépresseurs si sur un temps donné, parce que vous êtes en après-maladie et que le moral est dans les chaussettes, bah, ça peut vous aider sur quelques mois. Vous serez accompagné médicalement et ça peut être effectivement une petite béquille chimique, entre guillemets, qui va pouvoir vous aider à traverser tout ça. Donc là, vraiment, apportez-vous de la douceur. On est, voilà, encore une fois, on ne vit pas quelque chose d'anodin, et donc c'est bien normal de pouvoir recevoir de l'aide extérieure sur ces sujets-là.
Et effectivement, Françoise citait aussi, en écho à ce que tu disais, Olivier, pour le brouillard cognitif, comme tu le citais, la Ligue contre le cancer propose également aussi un accompagnement avec Oncogite. Oncogite, c'est une autre association qui accompagne les patients sur tous ces problèmes d'effets secondaires sur le cognitif, donc sur la mémoire, sur le rapport au temps, sur voilà, c'est des choses sur lesquelles c'est une association qui peut vous accompagner sur ces sujets-là. Et on a retrouvé Stéphane à nouveau. Désolé, Il n'y a pas de problème de souci. connexion, pas bien ce qui se passe. Il n'y a pas de souci. Et puis, je vois effectivement que Christophe, dans le chat, cite également des groupes de parole. Est-ce que chez Serum ou Movember, vous avez des groupes de parole? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça veut dire chez vous, voilà, et comment ça se présente? Alors chez Serum, on a, comme je le disais tout à l'heure, des lignes d'écoute. Donc c'est des patients qui parlent aux patients, post-écoute, test-écoute. Donc des anciens malades parlent aux malades ou des gens qui ont des questions là-dessus. Et après, pour ce qui est de Movember, il y a un des principes de Movember, au-delà de la moustache, de la notion de move, d'activité, c'est également l'organisation de moments. Et ces moments, c'est effectivement de se retrouver, de parler librement de ça, à des fins de prévention ou à des fins d'accompagnement, d'aide, de support. Et vous pouvez retrouver sur le site fr.movember.com, dans la logique événement, toutes ces rencontres possibles avec des gens qui luttent ensemble ou qui luttent contre, avec ces problèmes de cancer ou effectivement de santé mentale plus complexes. Donc vous pouvez les retrouver facilement. Il y a toujours chez Movember des gens qui se réunissent à un endroit pour un apéro, pour en parler ensemble, pour parler librement, parce que je pense que c'est vraiment, comme le disait Olivier, un des points clés, d'oser en parler. Il faut pas il faut pas le cacher. Le cancer, c'est pas une maladie honteuse. On est touché, et on le combat avec ses armes, et souvent aller chercher de l'aide auprès de ses pairs, c'est important. En complément, effectivement, et on a aussi une association sœur, on va dire, qui s'appelle Anamacap, qui est une association en fait qui fait de la prévention et qui fait aussi beaucoup de choses uniquement sur le cancer de la prostate. Et en fait, ils font un truc qui est assez sympa, un petit peu partout dans les grandes villes. Ils font ce qu'ils appellent des cafés prostates. Donc, c'est quoi un café prostate? Ils s'appuient un peu sur les établissements hospitaliers et puis les gens viennent et ils échangent un peu sur leur parcours. On boit effectivement un petit café avec un petit gâteau et puis on peut échanger un peu sur les questions que tout à chacun se pose. Et bien évidemment, c'est ouvert aux femmes, aux couples. Voilà. Donc, si les gens le souhaitent, je sais que nos amis d'Anamacap font ça assez régulièrement. Ouais, tout comme la Ligue, effectivement. Comme la Ligue. Ces différents espaces, effectivement, de parole où on peut se retrouver à la fois en tant entre patients. La Ligue propose aussi des espaces pour les aidants, d'ailleurs, puisque j'imagine que là, dans ce live, j'ai vu passer des messages de 2-3 femmes, donc j'imagine qu'elles sont aidantes de leur conjoint face à la maladie. Et donc, voilà, il y a aussi des espaces pour vous, pour effectivement pouvoir partager votre vécu d'aidant, qui n'est pas simple non plus, loin de là. Loin s'en faut, vous êtes aussi des ressources importantes pour les patients face au cancer. Et bien sûr, c'est des espaces où il n'y a pas de tabou, on peut parler de tout et parler des vécus de chacun et de chacune. Alors, je voulais juste reprendre, j'ai vu un message. Il y a Daniel qui nous écrivait tout à l'heure dans le chat et qui nous disait « La libido à 81 ans est a priori plutôt dans le souvenir ancien, entre parenthèses, mes meilleurs souvenirs. Et depuis la maladie, l'absence de libido s'est aggravée. Ma compagne de 81 ans également n'a également pas les mêmes désirs. » Donc effectivement, on parlait de libido et d'intimité tout à l'heure. Bien évidemment, voilà, selon son âge, selon aussi la durée de votre couple, c'est des enjeux qui se dessinent et qui peuvent être pluriels. Mais n'hésitez pas à en parler. Et dans les soins de support, il y a également aussi l'oncosexualité qui peuvent être abordées avec des professionnels qui sont formés à ces sujets-là. On n'a pas abordé encore, donc on a parlé de santé mentale, on a parlé d'impact des traitements, d'effets secondaires, la notion de vie familiale et de relation avec ses enfants, avec son entourage, comment parler de la maladie avant, pendant, après. Est-ce que vous avez des conseils
pour parler de tout ça? Des conseils, donc il y a pareil, c'est pas vraiment une règle puisque chaque personne est quand même différent. Les relations avec ses enfants peuvent être aussi. L'âge des enfants a bien sûr aussi une importance. Moi, je vais vous citer mon cas personnel. J'ai 2 enfants qui sont des hommes et j'en ai un qui est plus petit. Donc les mots n'ont pas été les mêmes. Les mots n'ont Bien pas sûr. été les mêmes. Mais le conseil, c'est effectivement d'expliquer quand même les choses. Je crois que c'est encore pire si on cache à un enfant, il le ressent. Il voit qu'il y a quand même des changements, que le papa part faire des soins, et donc c'est encore pire si, une fois de plus, si on a du mal à trouver les mots, ou si on souhaite tout simplement pour protéger, comme beaucoup, on se dit on va protéger en ne disant rien, et en fait parfois c'est un effet pire. C'est que les enfants comprennent tout, ils ressentent tout, et donc ils peuvent avoir un effet encore un peu plus angoissant que si on évoque le fait d'avoir une maladie, qu'on est en train de se soigner et qu'on fait tout pour revenir en pleine forme. En tout cas, voilà. C'est pas générique, pour le coup, là, c'est chacun qui va un petit peu utiliser ces mots, mais en tout cas, voilà, mon expérience et les expériences des patients que j'ai eu l'occasion d'écouter, c'est que même en voulant bien faire, le fait de cacher les choses, c'est pas une bonne idée, parce que en fait, les enfants vont quand même en entendre parler directement, indirectement par la famille, ils vont ressentir les choses, et donc il vaut mieux aborder le sujet. Ouais. Stéphane, est-ce que tu as des choses à compléter? Écoute, je suis en train de vivre un brouhaha d'une 50aine de personnes qui arrivent autour de moi. J'espère que ça vous gêne pas trop. Mais non, effectivement, la prise de parole et la parole aux enfants est importante. Et moi, j'en ai 50 autour de moi qui arrivent à l'événement qui est le suivant. Donc, ça fait un peu de bruit. C'est quoi l'événement Movember ce soir? Fais-nous partager. Alors, ce soir, en fait, il y a l'organisation d'un match de première division de hockey sur glace. Meudon joue contre Villard-de-Lans. Et je pense que les 2 équipes sont très, très moustachues. Il y a des maillots spéciaux qui ont été édités pour Movember qui seront vendus aux enchères à la fin du match. Voilà. Ah, génial. Super. Et là, les gens me regardent comme une bête curieuse parce que je suis devant la patinoire. Parce qu'à l'intérieur, ça passe pas bien, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Et là, il y a pas mal de gens qui me regardent bizarrement. Donc, bon. Je ne sais pas si c'est la moustache ou c'est l'iPhone, mais on verra bien. D'accord. Et du coup, je me permets d'enchaîner du coup sur cette notion de, voilà, vous êtes engagés tous les deux en partageant votre histoire et en vous engageant au sein d'une association pour parler aussi, utiliser votre expérience pour soutenir et accompagner d'autres patients face à la maladie. Est-ce que c'est aussi enfin voilà, je pense que c'est dans la même veine de trouver des mots, d'en parler autour de soi. Il y a la famille, mais il y a aussi l'environnement professionnel, l'environnement amical. Il y a l'après-maladie. Comment vous avez cheminé, vous, jusqu'à votre engagement associatif et comment vous arrivez à trouver les mots pour toujours arriver à parler de tout ça avec sérieux, mais aussi légèreté, puisque j'ai aussi bien compris que l'humour est quand même très important face à toutes ces problématiques. Effectivement, alors, me concernant, j'avais, comme je le disais tout à l'heure, un peu vécu le cancer en le repoussant loin, en n'en parlant pas trop, en disant voilà, je vais passer outre et on va faire comme s'il n'existait pas. J'ai été rattrapé un petit peu après par la maladie de mon épouse qui a eu également un cancer qui s'est malheureusement mal terminé. Et effectivement, on va dire que j'avais gagné 1-0, le cancer avait égalisé 1 partout. Et je crois que mon surengagement à ce moment-là avec Serum et avec Movember était très clairement dans il n'y aura jamais 2-1. Et pour l'instant, on maintient encore ce score de parité des proches, mais c'est vrai que c'est compliqué de continuer d'avoir cet engagement. Pour ma part, ça fait donc maintenant 15 ans, même 16, que j'ai démarré Movember, et un petit peu moins avec Serum, puisque Serum est né en 2014 uniquement. Et c'est vrai qu'il faut retrouver toujours cette foi. Après, il suffit d'avoir un témoignage ou deux lors d'une intervention ou après une intervention de quelqu'un qui vient vous dire
ce qui m'est arrivé pas plus tard qu'avant-hier dans une intervention au niveau d'une entreprise. En disant, j'avais vu un de vos articles il y a longtemps, mon mari a été faire le truc, on lui a détecté, heureusement que vous en aviez parlé parce que sinon il n'y aurait jamais été. Et je crois qu'effectivement, c'est ces éléments-là qui sont les plus importants, c'est-à-dire de conserver assez d'enthousiasme pour en parler librement, trouver d'autres ambassadeurs, ce qui a été mon cas à un moment, parce que je me sentais un petit peu tout seul au sein de Movember, et d'autres personnes sont arrivées et ont pris le micro pour en parler également et continuer d'en parler. Je pense qu'après, quand les mouvements sont assez forts, ce qui est maintenant le cas d'un Octobre Rose avec des centaines d'associations, c'est pas encore le cas de Movember ou de Serum. On aura certainement un jour un Novembre bleu, puisque il démarre gentiment avec l'État français, avec le ministère de la Santé l'année dernière. Mais bon, quelque part, c'est surtout l'engagement des hommes et des femmes autour de ce cancer et d'oser en parler, d'oser aller pratiquer ces gestes de dépistage précoce pour pouvoir en prendre conscience et continuer d'avancer. Encore une fois, un cancer, c'est pas une maladie honteuse. Je pense que les hommes doivent faire leur coming out de cancer et oser en parler. Coming out. Olivier, est-ce que tu as des choses à ajouter? Oui, non, c'est très bien dit par Stéphane, mais effectivement, le fait d'avoir un engagement dans le bénévolat, pour moi, c'était une forme de thérapie, hein, carrément. Moi, j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin d'expliquer ce que je ressentais. Et puis, une fois qu'on a mis le doigt dans cet engrenage, quand on a voilà, des hommes qui viennent verser une petite larme dans vos bras en vous disant je vous remercie de m'avoir rassuré, de m'avoir parlé, etc. On reçoit des kilos d'amour. On donne un peu de notre temps, mais on reçoit des kilos d'amour. Donc, si certains sont plutôt des personnes qui se sentent l'envie de rentrer dans le monde du bénévolat, ils sont les bienvenus. Parce que Serum, on n'est pas assez nombreux justement pour répondre à toutes les sollicitations, mais c'est une vraie bonne thérapie et qui a l'avantage de ne pas justement trop alourdir les aidants, la famille, parce que quand on a envie d'en parler, on en parle à des pairs et on n'est pas en train d'en parler ou de allez, je vais dire le mot pleurnicher sur son sort auprès de sa famille, quoi. Parce que c'est très dur d'être aidant aussi. On est d'accord. Et ça permet aussi de belles rencontres. Oui. Sur le chemin, l'associatif, c'est aussi une merveilleuse opportunité de rencontrer des gens. Après, il y a de tout. On serait jamais tombé sur Résilience. Exactement. Mais voilà, effectivement, je pense que ce qui résonne particulièrement dans ce que vous dites, c'est que ce n'est pas une maladie honteuse. On ne choisit pas d'avoir un cancer. Hommes, femmes, enfants, adultes, personnes plus âgées, personne ne choisit d'être malade et donc on ne doit pas avoir honte de cette maladie. En revanche, effectivement, comme le disent Olivier et Stéphane depuis le départ, pouvoir en parler, ça coûte rien et ça permet déjà de changer beaucoup de choses pour soi et pour les autres. Ça permet à l'autre de comprendre ce que l'on vit et à soi de prendre conscience de ce que l'on vit à l'intérieur. Ça permet des liens qui sont plus forts. Moi, je sais que ça a renforcé énormément aussi les relations que j'avais avec les gens autour de moi. Je vois aussi Anne-Eliane qui, dans le chat, nous dit « J'ai un cancer du sein et mère seule de 5 enfants. Merci pour vos conseils concernant le partage en famille. » Voilà, donc comme quoi, même sur un live sur les cancers masculins, on a aussi des retours positifs pour les femmes qui se connectent et qui sont là avec nous ce soir. Écoutez, on a parlé d'énormément de sujets et je vois l'heure tourner, il est déjà à 19h27. Est-ce que, Olivier et Stéphane, vous auriez un petit mot de clôture sur ce sujet qu'on a abordé depuis une heure, qui est effectivement les cancers masculins et notamment, petit clin d'œil, Stéphane, tu parlais de gestes de dépistage, de gestes qu'on peut faire au quotidien. Est-ce que vous pouvez en parler? Parce que j'imagine que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire chacun chez soi et qui peut aussi permettre de gagner du temps. Alors effectivement, au niveau du cancer testiculaire, qui est celui qui m'a touché, il y a un geste que j'aurais bien dû avoir à l'époque, qui est celui de l'autopalpation. Octobre Rose promeut ce geste d'autopalpation des seins
à partir de 40-45 ans pour les femmes. Pour les hommes, il faut commencer beaucoup plus tôt. À partir de 15 ans, 16 ans, il faut apprendre aux jeunes hommes à avoir cette autopalpation des testicules une fois par mois, de toucher ces testicules doucement. C'est pour détecter la moindre durceur, grosseur, moindre changement d'attitude qui n'est pas forcément révélatrice d'un cancer, mais qui est souvent quand même quelque chose qui se passe. Et chez Serum, on a lancé une opération, c'est le 8, je dézippe. Et donc, le 8 de chaque mois, vous pouvez prendre ce petit rythme et dézipper pour pratiquer cette autopalpation des testicules. Si vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe et comment il faut procéder, vous avez sur les 2 sites, celui de Movember, donc fr.movember.com ou serum.fr, CERHOM.fr, on va dire la notice d'autopalpation des testicules, qui est un réflexe à adopter très vite, très jeune. Et je pense que les gens qui sont à l'écoute là sont pas forcément les 15-35 ans qui seront touchés par le cancer testiculaire, mais sont plutôt les parents de ces gens-là ou les amis de ces gens-là. Donc n'hésitez pas auprès des jeunes hommes, des jeunes adultes, de promouvoir ce geste d'autopalpation. Le cancer de testicule se guérit très bien s'il est pris tôt, donc autant effectivement l'avoir très vite. Et par contre, pour la prostate, c'est beaucoup plus difficile de faire une autopalpation de sa prostate. Vaut mieux aller voir un médecin et faire des prises de sang, taux de PSA. J'en profite, les hommes, ils vont à reculons parce qu'il y a ce fameux geste du toucher rectal que fait l'urologue. Parfois, ça fait peur à certains, donc ils ne veulent pas y aller à cause de ça. Moi, je veux simplement faire le parallèle en disant que les femmes, à partir de 15-18 ans, elles vont voir un gynéco. Ce n'est pas forcément plus agréable. Et elles se suivent mieux. Et elles, pourtant, elles se suivent mieux. Donc, ne faites pas, comme beaucoup d'hommes, aller voir un urologue quand c'est trop tard. Et moi, le conseil que je vais vous donner, d'ailleurs beaucoup moins cher à la société quand on fait du diagnostic précoce, à partir de 50-55 ans, vous allez faire une petite prise de sang en demandant à votre généraliste de faire un bilan sanguin complet, un peu la révision des 50 000, et vous demandez à faire ce fameux taux de PSA qui, pour rassurer les gens, n'est pas forcément, même s'il augmente, synonyme d'un cancer, mais qui est la première étape pour voir qu'il y a une prostate qui est en train de grossir. On peut avoir une prostatite, on peut avoir plein de problèmes autour de cet organe qui ne sont pas forcément des cancers. Mais en tout cas, prenez soin de vous, ce sera mon mot de la fin. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à faire une petite prise de sang à partir de 50 ans. Ça peut sauver des vies. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Stéphane. Stéphane, on va te souhaiter du coup une belle soirée de hockey sur glace. C'est ça, exactement. Ramène le palais. C'est riche en émotions. Si vous voyez des hommes dans la rue moustachus, c'est potentiellement qu'ils font Movember. C'est une manière de soutenir et de rallier à la cause des cancers masculins. Donc voilà pourquoi Stéphane et Olivier portent la moustache. Et effectivement, ce serait chouette que ça se développe encore plus et que de plus en plus d'hommes portent cette initiative. Merci infiniment pour ce temps d'échange, messieurs. Et puis nous, avec Résilience, on vous proposera un rendez-vous le mois prochain dont la thématique vous sera partagée prochainement. Je vous souhaite une excellente soirée. Un grand merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et inscrivez-vous, fr.movember.com.